Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur des convictions, un podcast où la politique s'efface, où on met en lumière l'être humain. Aujourd'hui, je suis très honorée d'être avec une figure que vous connaissez tous, très impactante, monsieur le député Louis Boyard. Bonjour. Bonjour Louis. Comment tu vas? Ça va bien. C'est la rentrée 2026. Bon, il y a Ouais. beaucoup de choses qui sont parties dans tous les sens, donc c'est encore une année intense, mais ça va bien. Ok, donc tout se passe bien à l'Assemblée, ça va? Non, non, à l'Assemblée nationale, je pense, enfin, je partage le sentiment, je pense, de beaucoup de gens. C'est le sentiment de perdre du temps, en fait. C'est qu'actuellement, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Donc, comme le gouvernement risque de tomber à tout moment, il prend en réalité assez peu de risques. Et donc, du coup, on vote des textes qui ont très, très peu d'impact dans la vie des gens. Et on est dans un moment de l'histoire où il y a besoin de prendre des grandes décisions, de trancher des grandes questions. Et parce que Emmanuel Macron refuse de partir, parce qu'au fond, ça reste le cœur du problème, j'ai le sentiment de perdre du temps. Je pense comme beaucoup de gens. Ça, d'une certaine manière, c'est une frustration. Mais d'un autre côté, pendant ce temps-là, il y a des combats qui se mènent. Et donc, on mène ces combats. Et bien justement, en parlant de combat, vous allez un peu nous raconter votre histoire, comment ça s'est passé, vos convictions personnelles, comme on est au cœur des convictions. Et on va commencer par votre enfance. Comment est-ce que tu as grandi? Comment ça se passe quand tu es jeune? Louis Boyard, il a 10 ans. C'est Louis Boyard à 10 ans. Mais en fait, j'ai eu une enfance qui a été très coupée parce que j'ai beaucoup déménagé. Vraiment beaucoup déménagé. En fait, je suis né en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Et puis ensuite, j'ai été dans les Deux-Sèvres, à Étusson. Puis après, ensuite, j'ai été au Mureau. Et j'ai fait ma maternelle là-bas. Puis après, ensuite, j'ai été à Amiens, dans le Nord. Et puis, j'ai fait ma primaire là-bas. Sauf la dernière année que j'ai fait à Bruxelles, en Belgique. Puis après, ensuite, j'ai fait presque tout mon collège de retour en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Je suis retourné là d'où je venais. Puis après, ensuite, à mes 14 ans, je suis allé vivre dans le Val-de-Marne. Et voilà, quoi, c'est mon amour, donc je ne quitterai plus jamais le Val-de-Marne. Et voilà. En général, c'est un peu compliqué. Quand t'es petit comme ça, tu déménages de gauche à droite. Oui et non, parce que du coup, comme j'ai commencé très jeune, en fait, ça m'a permis, quand j'arrivais dans un endroit, de juste découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, de nouvelles manières de voir le monde. Et je trouve que ça a été très formateur parce que, j'ai vécu toutes les Frances, vraiment. Non, mais parce que c'est vrai, la France, c'est un pays qui est pluriel, qui est divers. J'ai connu toutes les Frances. Ouais. Et donc ça, premièrement, ça nourrit politiquement. Et puis après, ça m'a permis aussi de voir le monde sous différents angles et de comprendre qu'il n'y a jamais un point de vue qui fait une vérité vraie, mais plusieurs opinions, et puis qu'il y a des combats dans ces opinions pour essayer de les trancher ensuite démocratiquement. Et tout ça, ça a fondé de la conviction politique. Mais est-ce qu'au collège, tu as déjà justement ce sentiment un peu de vouloir un peu sauver tu vois, tes camarades de classe? Pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Moi, à l'époque, quand je suis un collégien, je suis vraiment un collégien normal. Okay. Même, je passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Je suis vraiment ouais, vraiment, j'étais le geek du collège. Et j'avais d'autres amis à moi aussi on était un peu dans les mêmes jeux, quoi. Donc tous les jeux Blizzard, Hearthstone, World of Warcraft, j'étais un peu dans tout ça. Et du coup, moi, à cette époque-là, je n'avais pas les abonnements. Donc du coup, on allait dans des serveurs privés. Enfin, on faisait comme on pouvait, quoi. Okay. Vite collégien, ou avec les cartes SIM sur lesquelles on avait, je crois, 10 € pour réussir à pouvoir acheter un petit truc sur Internet. C'était des astuces de collégiens. Okay. Et pour le coup, je considère que j'ai eu une enfance qui est plutôt heureuse. C'était pas une enfance qui était non plus facile. Moi, je viens pas d'un milieu aisé. Okay. Je viens d'une famille populaire. J'en suis fier, j'en suis content. Mais j'ai eu une enfance qui a été heureuse parce que j'ai découvert plein de choses, parce que j'ai rencontré plein de gens, et aussi parce que je me suis trouvé dans le Val-de-Marne. C'est là où j'ai toujours mes amis qui sont ma deuxième famille. C'est là aussi que j'ai mes combats, mes engagements. Et donc, je pense une enfance qui a été épanouissante, ouais. Mais alors, c'est quoi ton basculement entre au collège et au lycée où tu deviens justement hyper engagé? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la politique, ça m'est un peu tombé dessus. En fait, j'étais déjà à l'époque sur les réseaux sociaux, et donc c'était à l'époque de la loi travail. Je regardais des vidéos sur YouTube, j'entendais parler de politique, et aussi il y a eu la campagne présidentielle où sur les réseaux sociaux, j'entends parler du Discord insoumis. C'était en gros plein de militants de la France insoumise qui faisaient des choses sur Internet et qui faisaient des mèmes. J'adore les mèmes. Et donc du coup, je vois beaucoup de mèmes de Mélenchon. Et en plus, lui, il faisait des vidéos sur YouTube, je voyais ce vieux monsieur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Internet et qui me faisait rire, quoi. Mais j'avais pas encore passé le cap de la politique. Et à un moment, je vois Jean-Luc Mélenchon sur Twitch. Je me dis, attendez, c'est trop drôle. Et donc, je vois un meeting de Mélenchon. Je sais plus si c'était à Bobigny ou Aubervilliers, mais c'était dans une de ces deux villes. Et je regarde un meeting de Jean-Luc Mélenchon sur Twitch. Et je me dis, ah, quand même,
c'est bien quoi. Mais je passe pas le pas. C'est un bruit d'ambiance en fait dans ma vie à ce moment-là, la politique. Le vrai moment où ça rentre, c'est du coup dans ma vie au lycée. J'étais au lycée Georges Brassens, qui avait un peu la réputation d'être un des pires lycées du Val-de-Marne. En fait, c'était un lycée qui était juste en dessous de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Moi, je vis sous les avions. C'est-à-dire que toutes les 4 minutes, on a un avion qui passe. Et donc là, par exemple, on devrait arrêter la conversation parce que le bruit de l'avion est trop fort. Et ça, c'est notre vie au quotidien dans la ville. Et donc, par exemple, quand il fait trop chaud l'été, dans les salles de classe, on ouvre les fenêtres, on doit interrompre les cours à cause des bruits des avions. Mais les avions, ils entraînent de la pollution sonore, de la pollution tout court. On était à côté d'une déchetterie, donc on avait de la poussière dans l'air, à côté d'une zone Céveso, donc une zone industrielle avec des produits qui peuvent être dangereux, à côté d'un grand axe routier. On était construit sur une ancienne sablière en zone inondable, donc parfois on avait des inondations dans le collège-lycée, on avait des trous dans la cour, on avait des faux plafonds qui tombaient littéralement sur les élèves. Pardon ? Je me rappelle, dans un gymnase, il y a un immense bloc de plafond qui est tombé juste à côté d'une élève et ils n'ont pas fermé le collège et le lycée. Non, mais vraiment, notre sécurité était en danger. Et même dans le rapport que nous, on avait à notre école et d'une certaine manière à nous-mêmes, on avait un peu le sentiment d'être justement la jeunesse délaissée. La jeunesse dont tout le monde se fiche. La jeunesse qui, parce qu'elle part d'en bas, en fait, elle aura beaucoup moins de chance que les autres. C'était ça le sentiment qu'on avait à Georges Brassens. Quand on parlait de ce lycée, les gens ils disaient « Ah non, c'est ce lycée-là ». Il y avait des élèves qui faisaient en sorte de ne pas y aller. Pourtant, quand on allait dans ce lycée, moi j'étais heureux là-bas, vraiment. Parce que les profs, ils se donnaient à fond pour leurs élèves. Parce que les élèves, on était unis dans la galère. Et donc, il y avait une bonne ambiance. Voilà, c'était bien, quoi. Mais je veux dire, il y a les mairies, à cette époque-là, on peut pas laisser un plafond s'effondrer dans une école, c'est pas possible. Si, c'est ce qu'ils ont fait. Et même pire, ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de problème d'amiante. L'amiante, c'est une fibre qu'on met dans les bâtiments, dans les caloriférages, sur des tuyaux. Elle est géniale parce qu'elle ne brûle pas. Elle a un grand défaut, c'est que si jamais on la respire, on peut développer un cancer 30-40 ans plus tard. Wow. Et en fait, à un moment, il y a un bloc d'amiante qui est tombé dans une salle de classe. Donc, la région qui était responsable et la mairie avaient essayé de mettre ça sous le tapis et les professeurs avaient fait eux-mêmes des tests amiante. Et donc là, à ce moment-là, avec mes amis et avec d'autres élèves que je connaissais, on a eu une discussion entre nous et on s'est dit, là, en fait, on ne se fait pas respecter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, tout de suite, pour se faire respecter ? Alors, on a fait des pétitions, ça n'a pas marché. On a fait des manifs, ça n'a pas marché. Et donc, on s'est dit, OK, on va passer au seul langage qu'ils comprennent, on va bloquer le lycée. Et donc, on a bloqué le lycée et on a mis une grande banderole, professeurs, rejoignez-nous. Et là, du coup, on a les professeurs qui effectuent un droit de retrait, c'est-à-dire ils disent, nous, on est en danger sur notre lieu de travail, on ne travaille pas. On a des parents qui commencent à nous rejoindre en disant, mais nos enfants sont en danger, c'est quoi ça ? Il y a plein d'élèves qui viennent et qui disent, ouais, c'est n'importe quoi, on se fait maltraiter et compagnie. Et on se retrouve à avoir des centaines de personnes devant le lycée et une grande mobilisation. Et là, du coup, devant le lycée, moi, je me retrouve à avoir un mégaphone entre les mains parce que dans ce truc, c'est un peu sur moi que ça tombe pour dire, allez, il faut que tu parles aux gens. Les gens, ils me poussent, ils me disent, monte sur la poubelle, parle. Et donc moi, je prends le mégaphone et je dis, bon, bah écoutez, je raconte tout ça. Je dis, voilà, on n'est pas respecté. Maintenant, est-ce qu'on décide qu'on a fait notre mobilisation et qu'on rentre ? Ou est-ce qu'on décide que, en fait, on rentrera pas tant qu'on se fera pas respecter ? Et donc tout le monde se met à crier, ouais. Je considère que le vote populaire a considéré qu'il fallait continuer la mobilisation. Et du coup, ça a été une mobilisation de 3-4 mois dans lequel on bloquait le lycée, on n'allait pas en cours, enfin, plein de péripéties. À ce moment-là, t'es en quelle classe ? À ce moment-là, je suis en première terminale. Et le bac, bloquer les lycées, comment ça se passe ? À ce moment-là, mais c'est là où on était dans le mouvement, c'était une question qui était super difficile, parce qu'au bout du 2e, 3e mois, il y a des élèves qui venaient nous voir et qui disaient, attendez, il y a les cours. Et en même temps, nous, on répondait, bah ouais, mais en fait, si jamais on va dans la salle de classe, on est en danger. C'est clair. Enfin, rappelez-vous ce qui nous tombait dessus. Et donc, du coup, c'était un moment où c'était du combat politique. Et c'est à ce moment-là où je me suis retrouvé à devoir convaincre des gens, à avoir des gens qui au début étaient d'accord, puis après sont pas d'accord, à devoir faire des réunions. Mais à ce moment-là, justement, est-ce que ton mindset il change ? Comment ça se passe ? Parce que tu passes d'un mec pas du tout politisé à finalement les gens ils viennent te voir, tu deviens tu deviens une référence. Là, comment ça se passe en vrai ? Déjà, dans tout ça, j'étais pas tout seul. Et c'est ça, moi, que aussi le message que j'essaie de transmettre, c'est que dans un combat, on n'est jamais seul, en fait. Moi, j'avais plein de gens autour de moi qui menaient la mobilisation. Moi, j'étais le porte-parole de tout ça. Mais en vrai, dans le collectif, il y avait des gens qui passaient les coups de fil pour que les gens viennent aux mobilisations, qui trouvaient les banderoles, c'était un truc groupé. Mais ok, moi, j'étais peut-être le porte-parole du truc, mais on l'a fait en groupe. Et donc, à ce moment-là, par contre, moi, je me dis, ok,
Là, maintenant, en fait, on se fait respecter. On est rentré dans un bras de fer. On est rentré dans un bras de fer contre Valérie Pécresse parce que c'était la région c'était Pécresse, ouais. Okay. C'est la région qui pouvait débloquer les subventions pour nous permettre de reconstruire le lycée. Et donc, du coup, je me retrouve dans des réunions avec des politiques et à ce moment-là, ils racontent n'importe quoi. Et moi, je connais mon sujet, c'est mon lycée. Est-ce que tu te rappelles de ta première réunion? Ouais, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. Moi et moi-même, du coup, qui était le représentant syndical des élèves et le représentant syndical des profs, ils nous ont empêchés de rentrer à la réunion. Et donc, du coup, on a dû faire un forcing pour rentrer à cette réunion. Mais comment ça, ils ont dit vous... Bah oui, bien sûr, parce que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était mettre la poussière sous le tapis, ça coûte trop d'argent. Et c'est là où ensuite je me suis retrouvé dans... C'est là où la politique est vraiment entrée. Parce qu'il y a une différence entre le moment où on se dit on se fait pas respecter et on entre en mobilisation, et le moment où on entre en mobilisation et il y a le bras de fer. Et le bras de fer, j'ai compris qu'il existait parce que eux ne voulaient pas lâcher l'argent. C'est pas compliqué. Le lycée Georges Brassens était un lycée de milieu populaire avec des élèves de banlieue qui de toute façon votaient pas pour eux. Eux, s'ils devaient mettre de l'argent, c'était pour d'autres choses. Donc ils avaient choisi qu'ils nous abandonneraient. Et à ce moment-là, j'ai compris que on n'allait pas les convaincre. Le seul moyen qu'on avait de changer notre vie, c'était de les contraindre. Et donc on les a contraints par la manifestation, par la mobilisation. Et donc à la fin des fins, plein de réunions, plein de discussions et compagnie, où moi je me retrouve à avoir 17-18 ans et à avoir des politiques de 60 ans qui sont devant moi et que je dois... C'est super jeune. Ouais, mais à ce moment-là, je me dis, ok, on peut gagner parce qu'en fait, c'est nous qui avons raison. C'est là où c'est dur, c'est que on a le droit en fait de demander à étudier dans des conditions dignes et respectueuses. Complètement. Et après ensuite, on a réussi à gagner. On a réussi à obtenir la reconstruction du collège et du lycée. Et alors l'histoire est encore plus belle, c'est que ensuite il y a eu l'inauguration du collège et du lycée. Sauf qu'au moment de l'inauguration du collège et du lycée, le député il a changé. C'est devenu moi. Et donc du coup, j'arrive à l'inauguration du collège et du lycée. Et donc tous ces gens que je combattais à l'époque sont toujours là. Et je vois sur leur visage la rancœur, le dégoût. Moi, j'arrive avec un sourire, j'ai hâte de découvrir voilà quoi, ce qu'on a réussi à obtenir. Voilà, on a contribué à le construire, quoi. Et donc en arrivant, Valérie Pécresse, elle arrive et dit « Ah, il est beau le nouveau lycée ». Et puis moi, je passe juste derrière et je dis aux gens « On est d'accord, elle est bien hypocrite ». Les gens me font « Oui, oui ». Et puis, ouais, je vais pas me priver, je me suis battu contre des mois contre elle. Ensuite, elle vient expliquer qu'elle a toujours été pour, faut pas mentir. Et après, ensuite, du coup, se retrouve à avoir un moment où il y a donc du coup le maire, le recteur et la présidente de région qui font un moment de discussion ensemble pour parler du nouveau lycée. Bon, j'étais un ancien élève, j'ai participé au combat pour la reconstruction, je suis député, j'aurais bien aimé pouvoir participer à la discussion, même si ça aurait changé le ton. Et donc du coup, mais je m'en fichais de participer à la discussion. C'était pas mon sujet. Ah oui, ils m'ont mis à l'écart. Mais après m'avoir mis donc ils me mettent à l'écart, moi ça me fait sourire, je m'en fiche. Mais donc du coup, mes amis, ils suivaient ça, je leur envoyais des snaps. Et donc du coup, à un moment, je leur envoie un snap de moi. Et ensuite, derrière, la présidente de région, le recteur et le maire de la ville. Et je mets avec le bal des hypocrites. Et donc, du coup, et mes potes, ils m'ont dit, c'est tellement drôle, poste. Et donc, du coup, je l'ai sorti. Ah ouais. Et en vrai, ça a été ma revanche. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris. Je me suis dit, en fait, attends. Ok, tes parents, c'est pas des politiques. T'es pas un bourgeois. Tu viens d'un endroit populaire. Tu viens d'un des lycées qui a la plus mauvaise réputation de la région. T'as 17-18 ans et avec un groupe de jeunes, vous vous êtes mobilisés et vous avez été en capacité de faire plier la présidente de la région. Mais en fait, on peut changer les choses. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire de la politique. Mais à ce moment-là, t'as pas un peu peur, je sais pas, peur de l'inconnu? Est-ce que tes parents ils te soutiennent? Est-ce que tes potes ils te soutiennent? Comment ça se passe dans ton entourage ou qui n'est pas du tout politisé? Ah ouais, mon fils, mon pote, il est député. Avant la députation, j'ai milité parce que j'ai pas été tout de suite député. Et en fait, il y a eu tout un moment où je me suis construit politiquement. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, je connais pas encore le monde, quoi. Voilà, quoi. Et donc, du coup, juste après cette mobilisation, j'avais rejoint un syndicat lycéen qui s'appelait l'Union nationale lycéenne. Pour être assez transparent, j'ai rejoint ce syndicat parce que j'avais besoin de mégaphone et de tracts. Mais après, ensuite, ils m'ont convaincu. Mais au début, je suis rentré comme ça, c'était par nécessité. Et après, ensuite, le syndicat m'appelle et me dit bon, bah bravo, t'as gagné ta mobilisation. Maintenant, il y a Parcoursup qui arrive. À ton avis, est-ce que tu es des élèves qui vont y gagner avec Parcoursup ou des élèves qui vont y perdre? Et moi, je me dis, mais clairement, nous, on fait partie des lycées qui vont se faire avoir par Parcoursup. Et ils me font, bah voilà, bah toi. Et donc, à partir de ce moment-là, je participe à toutes les manifestations
possibles et imaginables. Je vais sur d'autres lycées pour aller aider des lycéens qui ont jamais bloqué le lycée, comme j'étais un peu devenu un pro de ça. Et donc du coup, je viens filer des coups de main à plein de gens dans plein de combats. Et du coup, à ces moments-là, je rencontre d'autres personnes. Je rencontre d'autres militants. Je rencontre des militants écologistes qui me racontent ce que c'est que le dérèglement climatique, ce que c'est qu'un écosystème. Je rencontre des militantes féministes qui m'expliquent ce que c'est que le patriarcat. Je rencontre des militants antiracistes qui me racontent ce que c'est que l'histoire de la colonisation française. Je rencontre des militants LGBT qui me racontent ce que c'est que d'être homosexuel, lesbienne, trans en France. Et tout ce qu'on me raconte, tout ce qu'on m'explique, ça me construit politiquement. Et dans le même temps, je regardais aussi ce que faisait la France Insoumise, des députés comme Mathilde Panot, comme Jean-Luc Mélenchon. J'écoutais tout ça. Et tout ça, ensuite, ça a construit ce qui aujourd'hui fait mes convictions politiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la France Insoumise. Et justement, quand tu rencontres tous ces militants, est-ce que tu as un peu ce sentiment de te dire t'es pas légitime, ils ont grave de la culture, enfin, est-ce que tu n'as pas ce syndrome un peu de l'imposteur? Comment ça se passe, toi? Si. Et mais c'est quelque chose qu'on doit dépasser. En fait, je pense que pour pouvoir bien expliquer ça, je vais pas parler du rapport avec les militants, je vais plutôt raconter ma première journée à l'Assemblée nationale. Parce que ma première journée à l'Assemblée, en fait, on arrive, donc moi déjà, après une campagne, on est épuisé. J'arrive, je suis député, je me rends même pas vraiment compte de ce qui est en train d'arriver. Et on passe, il y a une grande porte, la grande entrée de l'Assemblée nationale, où les députés entrent pour leur premier jour. Je passe cette porte et il y a un fonctionnaire de l'Assemblée qui vient me voir et qui me dit, pour les collaborateurs des députés, c'est de l'autre côté. Et donc, du coup, je dis, merci. Moi, je dis, bah écoutez, monsieur, voilà, je suis député. Et puis, il me fait, ah, pardon, monsieur le député, ils ont pas l'habitude d'en voir d'aussi jeunes. Oui. Et après, ensuite, il y a le moment où on fait la première séance à l'Assemblée nationale. Et la première séance à l'Assemblée, comme on n'a pas encore voté pour la présidente, pour les vice-présidents, pour les secrétaires, c'est en gros le plus âgé qui préside la séance pour organiser l'élection. Et les plus jeunes, ils sont secrétaires de séance, c'est-à-dire qu'ils surveillent que tout se passe bien, quoi. Et donc, du coup, je me retrouve à devoir faire cette surveillance. Et il y a une grande cérémonie où le plus vieux de l'Assemblée nationale et les plus jeunes marchent pour entrer dans l'hémicycle avec la garde républicaine de l'Assemblée nationale en tenue républicaine, au garde à vous, en train de jouer du tambour très très fort. C'est une cérémonie qui est intimidante. Il y a une foule de gens et on est dans une salle qui est du coup la salle de réception de l'Assemblée nationale avec des dorures partout. Et donc à ce moment-là, je me retrouve à marcher vers l'hémicycle avec des dorures partout, des militaires en tenue traditionnelle en train de jouer de la musique au garde à vous. Moi, je me retrouve à devoir marcher, il y a des caméras partout. Et à ce moment-là, on peut voir sur la vidéo, j'ai un pantalon qui est beaucoup trop grand, une ceinture qui va pas du tout, une chemise froissée, des chaussures avec des trous à l'intérieur. J'ai rien à faire là. Et à ce moment-là précis, je me dis, dans quelle galère tu viens de te mettre? C'est vraiment ça que je ressens. Et j'ai une anecdote aussi, il y a Rachel Keke qui nous a confié que du coup, vous arrivez dans les toilettes, vous regardez. Ouais. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est pareil, c'est première réunion de groupe, donc on se retrouve avec les députés insoumis et on sort de campagne, on est épuisé, il y a plein de caméras partout, on est stressé, on a besoin de silence et de calme, quoi. Donc moi, je sors et je me dis, ok, là, j'ai besoin de souffler un peu. Et donc du coup, je rentre dans les toilettes et je vois cette femme qui est dans le même état que moi. Et donc du coup, je connais son histoire. Je sais que c'est une femme de chambre qui a fait une grève de plusieurs mois, avec qui ça a été extrêmement difficile. Et je la regarde et je vois qu'elle me regarde en me disant, mais il a littéralement l'âge de mon fils. Et on a vraiment le regard de, qu'est-ce qu'on fait là? Et quand on voit qu'on a le même regard, on se met à exploser de rire. Et du coup, à partir de ce moment-là, Rachel Keke, c'est vraiment devenu, ça fait partie de la deuxième famille. C'est le sang. Mais c'est vraiment le sang, Rachel. Mais je raconte tout ça pour dire que quand on nous voit, parce que nous, on nous voit souvent à travers les écrans, à travers les caméras, on se dit, ah, ces gens-là, c'est des gens qui sont sûrs d'eux. Moi, j'en serais pas capable. Je veux que vous sachiez, toutes les personnes qui nous écoutent, je veux que vous sachiez que pour toutes les personnes que vous voyez du cinéma, de la politique ou de tout ce que vous... À chaque fois qu'on se retrouve sous les projecteurs et qu'on a l'air confiant, pour la première fois, on s'est demandé, qu'est-ce que je fais là? Dans quelle galère est-ce que je viens de me mettre? Et en fait, la légitimité, on ne l'obtient jamais par le regard des autres. On l'obtient par le regard qu'on s'autorise à porter à nous-mêmes. Wow. Moi, je ne me suis pas senti légitime à partir du moment où les autres députés m'ont considéré. Parce que c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Au début, on me prenait pour un petit qui n'y connaissait rien. Aujourd'hui, on me prend pour quelqu'un. Ils disent, ouais, c'est un député TikTok et compagnie. J'ai pas de considération à l'Assemblée nationale. Par contre, je me suis dit, ok, un jeune comme toi qui arrive à l'Assemblée, avec ton histoire, avec ton parcours, c'est la première fois que ça arrive. Avec ton âge, c'est la première fois que ça arrive. Quoi qu'il arrive, maintenant, tu es aux responsabilités, donc tu dois assumer. Wow. Donc parce que tu dois assumer, en fait, dis-toi, tu vas le faire. Et fais-le, et c'est de là que viendra ta légitimité. Et donc du coup,
En fait, la seule légitimité qui compte, c'est celle qu'on arrive à se donner à soi-même. Et je sais que c'est difficile. Hein. Franchement, je le dis très franchement, hein. C'est facile pour moi de le dire. Hein. Je suis un mec, déjà. C'est beaucoup plus dur quand on est une femme. Donc, je sais que moi, je pars déjà avec des avantages par rapport à d'autres. Ouais. Mais sachez que, en tout cas de mon expérience, la seule légitimité qui compte, c'est celle qu'on se donne à soi-même. Mais du coup, comment ça se passe ? Est-ce que t'es formé ? Parce que, et comment ça se passe ? Est-ce que t'as des personnes autour ? Ouais. Parce qu'il y a un avant et un après. Il y a le Louvoyeur du début, il y a le Louvoyeur de maintenant. T'es beaucoup plus confiant, t'es beaucoup plus technique, t'as beaucoup plus de culture. Enfin, est-ce que à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on vous forme ? Comment ça se passe ? Alors, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, on est un groupe. Et donc, on est on a un groupe de députés. Moi, je fais partie du groupe La France Insoumise, qui est présidé par Mathilde Panot, qui est une femme exceptionnelle. Et ensuite, on a des collaborateurs pour le groupe. Donc, par exemple, quand on a une loi qui arrive, on a des collaborateurs qui travaillent pour tous les députés du groupe qui nous font des fiches. Et puis moi aussi, j'ai 4 collaborateurs. Et donc, quand je suis arrivé, par ailleurs, de tous mes collaborateurs, j'étais le plus jeune. J'étais en plus dans une position d'employeur. Je devais gérer les fiches de paye et tout. En vérité, c'était des grands frères et des grandes sœurs pour moi. Et même dans la France Insoumise, il faut mesurer ce que c'est quand même pour des responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard ou Mathilde Panot, de se dire bon, bah là il y a ce petit qui a bloqué son lycée, il est candidat, il vient d'être élu député, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, à la France Insoumise, ils m'ont soutenu, ils m'ont porté. Quand je faisais des choses, quand je cassais des codes, ils me disaient pas arrête. Non, ils étaient là, moi c'est bien ce que tu fais, continue. Okay. Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir des personnes comme Mathilde Panot, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Manuel Bompard, comme Paul Vanier. C'est des gens qui, à la France Insoumise, m'ont toujours soutenu et m'ont toujours dit t'es légitime à faire ce que tu fais, continue, on est à fond avec toi. Et donc, j'ai eu la chance d'être entouré et d'être porté par ces députés, par mon équipe et aussi, en vrai, par les gens. Pour le coup, c'est ça pour moi qui m'a le plus touché. C'est quand j'arrive à l'Assemblée nationale, l'un des premiers gros textes que je porte, c'est la loi pour le revenu étudiant. Et en vrai, j'aimerais bien en parler un peu après. Mais quand je porte ça et que je fais des choses sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui m'envoient des messages et qui sont là en mode... Enfin, quoi. Bah oui. Enfin, il y a un mec qui leur rentre dans l'art. Ouais. Et donc, du coup, quand je suis à l'Assemblée et que j'ai tous les députés qui sont pas de mon groupe et qui me regardent un peu de travers, qui sont en mode « Ah, mais lui, il est relou, il va encore se plaindre, il va encore faire ça. » Je suis constamment dans un environnement qui me fait dire « Tais-toi ». Mais par contre, quand je me balade dans la rue ou quand j'ouvre mon téléphone, ou même quand je suis avec les miens, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont dit « Continue ». Et donc, du coup, c'est ça qui fait que ça a contribué à ce que je puisse me donner cette légitimité. Waouh, c'est dingue. Et finalement, par rapport à cette médiatisation tout d'un coup, où d'un coup tu fais le buzz, je crois que tu as 1 million d'abonnés sur TikTok, 400 000 abonnés ou 300 000 abonnés sur Insta, enfin, c'est incroyable. Oui. Je veux dire, tu marches dans la rue, on te reconnaît maintenant. Mais comment tu te sens ? J'ai de la chance. Pas parce que c'est pas une finalité en soi d'avoir plein d'abonnés, d'être connu, reconnu, ça c'est des avantages aussi. Ça pousse quand même à la légitimité. Tu te sens quand même légitime de te dire ah ouais, quand même je suis suivi, t'as du monde derrière toi. Ouais, mais c'est même plus une question de légitimité. Je considère que c'est de la chance parce que c'est une occasion de changer les choses. Je ne pense pas que c'est une personne seule qui réussira à changer les choses. Si on veut, moi je suis révolutionnaire, je considère qu'il faut renverser la table en France, je suis pour une révolution citoyenne, je veux qu'on ait une majorité du peuple français qui vote pour un mouvement comme la France Insoumise, qui créera une assemblée constituante avec que des citoyennes et des citoyens qui n'ont jamais été élus, qui écrivent une nouvelle constitution, qui mettent un référendum d'initiative citoyenne qui permette au peuple d'intervenir, de révoquer les élus. Je veux que l'eau soit un bien commun, que l'école soit accessible à tout le monde, que tout le monde ait les moyens de faire des études. Je veux qu'on organise l'économie pour qu'elle soit en harmonie avec la nature. Je veux une égalité des droits entre les femmes, les hommes, quel que soit le genre, l'orientation sexuelle, l'origine. C'est révolutionnaire comme projet. On le fera pas seul. Moi, je pense que le seul héros dans l'histoire, c'est le peuple. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui écoutent et qui partagent ce que je dis pour mener une bataille culturelle et convaincre le peuple qu'il peut faire la révolution. Parce que notre pire adversaire, c'est la résignation. C'est les gens qui se disent de toute façon ça sert à rien, de toute façon ça va jamais marcher, non c'est pas possible, non moi je m'y intéresse pas, non moi je suis pas légitime. Moi mon objectif c'est de dire aux gens en fait si jamais on y va tous ensemble, tous ces dominants, tous ces gens qui ont hérité du pouvoir, qui ont hérité de l'argent, parce que c'est tous des héritiers, les gens qui nous pourrissent la vie aujourd'hui, et ben en fait on est plus nombreux qu'eux et on peut les battre. Et ça,
j'ai le pouvoir aujourd'hui, grâce à l'audience que j'ai le pouvoir de mener une bataille culturelle pour les convaincre de ça. Et ça, c'est une chance énorme. Mais par rapport aux jeunes, justement, tu disais en gros, voilà, ils sont désintéressés. Et c'est vrai, même moi, je le vois aujourd'hui, ils sont complètement... Mais pour toi, c'est dû à quoi ? Je crois pas du tout que les jeunes soient désintéressés. Moi, j'en suis sûr. Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre être désintéressé de la politique et déconnecté des institutions. Notre génération est la génération la plus connectée de l'histoire, la plus informée de l'histoire. J'irais même jusqu'à dire la plus instruite. Déjà parce qu'on est un peuple qui a un haut niveau d'éducation. L'école publique française donne un certain niveau de compétences, de qualifications, de connaissances. Et en plus de ça, on a pour beaucoup d'entre nous un téléphone qui fait que quand on regarde les stories de nos potes pour voir la soirée d'hier, en fait, on a Hugo Décrypte qui passe. Ou on a un TikTok de Jean-Luc Mélenchon. Ou on a telle info. Ce qui fait qu'à longueur de journée, on entend parler de réchauffement climatique, d'inégalité salariale, de racisme. On entend parler de tout ça. C'est un bruit ambiant. Et en vrai, quand on parle aux jeunes, ils ont une opinion sur ces sujets. Enfin, je peux prendre n'importe quel jeune, même celui qui dit « ouais, j'y connais rien à la politique », je fais « ok, tu penses quoi de ce qui s'est passé avec Naël ?» Tout le monde a une opinion sur ce qui s'est passé avec Naël. Tu penses quoi du racisme en France ? Tout le monde a une opinion sur le racisme en France. Tu penses quoi, par exemple, de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes ? Du réchauffement climatique ? Tout le monde a un avis sur ça. Donc les jeunes, ils ont un avis sur la politique et sur la société. Par contre, là où ils ne le traduisent pas, c'est vis-à-vis des institutions. Parce que maintenant, si jamais je vais demander à des jeunes, ok, c'est quoi la compétence de la région ? Est-ce que tu sais comment fonctionne le rapport entre l'Assemblée nationale et le Sénat ? C'est quoi le pouvoir du président de la République ? Les jeunes, ils sont pas formés à comment est-ce que fonctionnent les institutions. Et donc du coup, on a une jeunesse qui est ultra connectée, ultra informée, ultra cultivée, qui a un avis sur le monde et sur la société dans un moment où elle doit avoir un avis. Parce que le réchauffement climatique, ça nous tombe déjà sur la figure et ça va être encore plus grave. Parce qu'on voit que la situation du racisme dans le pays est invivable, c'est étouffant. Parce qu'on voit que la Troisième Guerre mondiale est une possibilité, parce que on voit que le pays s'appauvrit, que les gens galèrent. Donc la politique, elle s'impose à nous dans nos vies. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils se disent « ok, je vais le traduire par le vote ». Et j'aimerais terminer par une dernière chose. Si jamais on n'apprend pas aux jeunes comment fonctionnent les institutions, si jamais on fait tout pour que la population en général soit désintéressée de la politique, c'est fait exprès. Ah oui. Vous avez 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias et qui prétendent liberté démocratique. C'est ça. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un ouvrier sur un plateau de télévision ? C'est quand la dernière fois qu'on a vu un jeune en galère sur un plateau de télévision ? C'est quand la dernière fois qu'on a vu une maman solo sur un plateau de télé ? Les gens de quartier, on passe notre temps à parler des quartiers populaires. Les seules fois où on a fait venir des gens des quartiers populaires à la télé, c'était juste après l'assassinat de Naël, où ils ont fait venir des gens à la télévision et ils disaient aux grands quartiers qui ont des choses à dire, dites d'appeler au calme, dites d'appeler au calme. Puis les grands, ils disaient, attendez, on aimerait parler d'autres choses. Oui, mais appelez au calme avant, on vous invitera après. Plus jamais ils les ont réinvités. C'est quand la dernière fois qu'on a invité une femme voilée à la télévision ? Je raconte tout ça pour dire que le peuple n'est pas à la télévision. Le peuple n'apparaît pas dans le débat public et politique. Et même regardez l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne représente pas le peuple dans ce qu'il est réellement. Parce qu'il y a plein de biais via les partis et compagnie. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que ça rentre dans votre tête, de vous laisser croire que vous ne seriez pas légitime ou que ça ne vous concerne pas. Ouais. Et pourquoi ? Parce que si jamais les dégoûtés ne s'intéressent pas à la politique, il reste que les dégoûtants. Et donc c'est pour ça que nous, notre objectif, c'est que toutes les personnes qui ont plus espoir, toutes les personnes qui croient que c'est pas pour eux, toutes ces personnes qui votent pas, on leur dise en fait t'as un pouvoir. Et si jamais tous ensemble on s'y met, on peut tous les dégager. Tous ces gens qui vous insultent à longueur de journée, tous ces gens qui montent les prix et profitent de l'inflation pour se gaver alors qu'ils se sont déjà gavés, tous ces gens qui détruisent l'hôpital, qui détruisent l'école, en fait ces gens-là on est plus forts qu'eux. Mais ce serait quoi du coup la solution finalement ? Alors la solution c'est de changer, je l'ai dit, moi je suis révolutionnaire, je suis marxiste aussi, je veux changer la société en profondeur, je pense que est-ce que c'est possible tout de suite ? C'est totalement possible et j'ai même envie de dire c'est nécessaire pour plusieurs raisons. Déjà premièrement parce que le pays est clivé. On va en 2027, on va avoir un choix. Est-ce que vous voulez l'extrême droite ou est-ce que vous voulez la gauche ? C'est ça la question qui va se poser. Moi, je pense qu'on va gagner l'élection présidentielle de 2027 parce que on est un pays qui a quand même connu le régime de Vichy. On est un pays qui sait ce que c'est que d'avoir au pouvoir des gens qui utilisent la haine contre une religion, ou même la haine contre des origines, qui utilisent cette haine-là pour diviser le peuple et opprimer, parce que ça a une réalité concrète dans la vie des gens qui sont opprimés. Et en même temps,
permettre à tous ces ultra-riches de continuer de se gaver. C'est ça l'extrême droite. Et puis surtout, moi je crois qu'on est dans un moment de l'histoire de l'humanité où on doit faire face à des grands changements. Je vais en donner je vais expliquer nous ce qu'on fera quand on sera au pouvoir. La première chose qu'on fera, c'est convoquer une assemblée constituante. C'est-à-dire, on fera des élections et on fera élire des citoyennes et des citoyens qui n'ont jamais été élus. Moi, je ne pourrais pas être dans cette assemblée. Et ces citoyennes et ces citoyens, accompagnés de constitutionnalistes, écriront une nouvelle constitution. Moi, je veux que dans cette constitution, il y ait le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que si jamais vous avez, par exemple, 300 000 citoyens français qui signent une pétition, eh bien, on peut avoir un référendum sur le sujet. Ça aurait réglé beaucoup de problèmes sur la question des retraites ou sur la question du Mercosur actuellement. Mais après, ça, c'est pour la question démocratique, pour changer de constitution, pour avoir une constitution qui permette au peuple français de se refonder. Parce que au moment où on a écrit la constitution de la Ve République, il n'y avait pas Internet. Les femmes venaient à peine d'obtenir les droits politiques et n'avaient même pas encore l'égalité civique. On était encore dans les périodes décoloniales. Le monde n'était pas globalisé. La société de 1958 n'a rien à voir avec la société de 2026. Donc, on va refonder le peuple par une nouvelle constitution. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une orientation et une direction au pays. C'est-à-dire on a deux problèmes aujourd'hui, structurels, à l'échelle mondiale. Le premier problème, c'est le réchauffement climatique. Je suis absolument stupéfait de voir à quel point les dirigeants politiques et économiques ont sciemment fait le choix de laisser notre génération gérer un problème impossible qui est celui d'une planète à 2 degrés. Parce que c'est sur ça qu'on va. Une planète à 2 degrés, c'est l'agriculture qui s'effondre. C'est des centaines de millions de personnes qui ne peuvent plus vivre là où ils vivent à cause des inondations, à cause de la chaleur, à cause, encore une fois, de leur agriculture qui s'effondre. C'est la montée des eaux, c'est la biodiversité qui s'effondre. En fait, il faut comprendre que le monde est un écosystème et que si vous changez un paramètre, tout est chamboulé. Nous, on va devoir gérer ça parce que des gens ont sciemment fait le choix de continuer de s'en mettre plein les poches en se disant, c'est pas notre problème, ce sera le problème des autres encore après. Et parce qu'ils se disent, de toute façon, moi, mes gamins, ils seront riches parce qu'ils vont hériter, et puis les gosses de riches, ils savent très bien qu'ils vont pouvoir trouver une solution pour s'en sortir parce qu'ils en auront les moyens. Ça, premièrement. Et deuxièmement, la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes en train de revivre exactement ce que nous avons vécu entre les deux guerres. C'est-à-dire que nos économies aujourd'hui stagnent, et donc la solution qu'ont trouvé les dirigeants politiques et économiques pour relancer l'économie, c'est l'armement. C'est-à-dire qu'on met des milliards d'euros d'argent public pour acheter des armes, faire fabriquer des armes. Et c'est comme ça qu'ils veulent stimuler l'économie. Tous les pays sont en train de se réarmer parce que c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour stimuler leur économie, alors qu'on devrait faire ces investissements dans l'écologie. Et dans le même temps, le droit international n'est plus respecté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir Israël qui fait un génocide en Palestine, l'Europe et les États-Unis ne disent rien, vous pouvez avoir les États-Unis qui kidnappent un président, personne ne dit rien, donc il n'y a plus de règles à l'échelle mondiale. Et dans le même temps, tout le monde est en concurrence. Et au moment où tout cela se passe, vous avez les milliardaires qui possèdent les médias et la classe politique qui désignent du doigt une religion pour en faire le bouc émissaire de tous les problèmes du pays. Je parle ici des musulmans. Et c'est ça la situation dans laquelle on se trouve. Mais nous sommes une jeunesse, nous sommes un peuple qui a une culture politique et idéologique. Et je crois que en regardant derrière nous, en regardant l'histoire, on ne refera pas les conneries qu'ils ont fait à l'époque du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il faut dire fermement non à la guerre. Il faut dire fermement que la France n'est pas un pays qui se définit pas par une couleur de peau, par une religion, par une langue. C'est un pays qui se définit par des valeurs et des principes, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et tout ça, ça fait un projet politique qui donne une orientation au pays. Et justement, en parlant de valeurs et de couleurs politiques, comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord avec certains propos de vos collègues LFistes ? On se le dit. En fait, c'est compliqué aujourd'hui quand on est à la France Insoumise parce qu'il faut comprendre que c'est tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias et ils ont choisi de nous abattre. Regardez un passage de télévision de Jordan Bardella. Regardez comment il lui caresse les cheveux, ils sont gentils avec lui. Regardez un passage de télévision de Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou Manuel Bompard, c'est un interrogatoire, on a l'impression d'être en garde à vue. Donc du coup, il n'y a aucun média de gauche pour vous aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il y a dans les médias traditionnels ? Non, parce qu'ils sont tous possédés par des milliardaires. Et parce que les milliardaires ont un intérêt qui est celui de continuer de se gaver sur le dos du peuple, ce qu'ils ont toujours fait. Oui, Mais enfin, par exemple, regardons le débat public. Il y a un sujet qui est ultra intéressant, l'inflation. Quand est-ce qu'on a un débat sur qui profite de l'inflation ?
Alors si vous regardez le débat sur qui profite de l'inflation, vous aurez un débat sur des entreprises comme Carrefour ou comme Leclerc qui profitent de l'inflation pour s'en mettre encore plus dans les poches, faire payer plus cher le peuple et derrière faire des prix qui sont invivables pour les agriculteurs. Vous allez aussi avoir sur le sujet aussi du pétrole et du gaz, où là encore une fois, par exemple, le prix du gaz. Bah, aujourd'hui, on l'achète aux États-Unis beaucoup trop cher parce que les États-Unis nous font la pression. Ou les médicaments, où les États-Unis ont imposé à Macron d'augmenter le prix des médicaments. Pourquoi ? Parce que derrière, les géants pharmaceutiques ont pu s'en mettre encore plus dans les poches. Depuis que Macron est là, la fortune les 500 plus grandes fortunes ont vu leur richesse doubler. Le peuple, lui, il est à 10 millions de pauvres. Donc, ce qu'on voit, c'est que le peuple s'appauvrit et que les élites économiques sont en train de s'enrichir. Et que dans le même temps, les médias n'en parlent jamais. Le président de la République n'en parle jamais. Le Premier ministre n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que les journalistes, ceux qui ont été désignés par leurs propriétaires milliardaires, ils sont là pourquoi ? Ils sont là pour empêcher de penser. Ils sont là pour ne pas parler de ces sujets. Et si jamais il y a un journaliste qui se met à parler de ces sujets, vous allez voir qu'il va être viré. Et moi, je vais vous en donner un exemple. Un jour, sur un plateau de télévision, j'ai parlé de ces sujets-là. J'ai parlé de Vincent Bolloré, qui mène une politique néocoloniale au Cameroun, et qui ensuite, derrière, vient expliquer, qui du coup, saccage les richesses du pays, de ce peuple, et qui ensuite, derrière, vient se plaindre qu'il y a des gens qui émigrent. Bah, quand j'ai voulu parler de ça, on m'a dit quoi ? On m'a dit non, tais-toi, t'as pas le droit de parler de ça. T'as pas le droit de parler du patron. Ce que je veux dire, c'est que... Quand vous étiez à TPMP ? Quand j'étais à TPMP. Faut comprendre quelque chose. Les milliardaires en France sont plus puissants qu'Emmanuel Macron. Ils sont plus puissants que tous les ministres. C'est eux qui dirigent réellement le pays. Comment ça se fait qu'on ne connaisse pas leur nom ? Comment ça se fait que jamais on ait un débat sur pourquoi il a fait tel choix ? Lui, par exemple, Bernard Arnault, il avait plein d'usines dans le Nord. Il a décidé de tout délocaliser. Pourquoi ? Il a reçu des centaines de millions d'euros d'aide publique, de l'argent des Français, et il a délocalisé. On peut s'interroger un jour, avoir un débat sur pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Vous croyez que Le Parisien va faire un sujet sur ça ? Le Parisien, c'est possédé par Bernard Arnault. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un débat sur sur le néocolonialisme français sur le continent africain. Vous croyez qu'on va avoir un débat sur ça ? C'est Bolloré qui en est responsable, directement. C'est lui qui dirige le système. CNews, ils n'en parleront pas. Le JDD n'en parleront pas. Europe 1 n'en parleront pas. Donc, du coup, pour vous, il n'y a aucune solution concernant les médias ? Il y a une solution. Nous, on veut faire une loi de déconcentration des médias. On veut empêcher un milliardaire de posséder à lui tout seul un média. Ce n'est plus possible de posséder... C'est légal de faire ça ? Bah oui, il suffit de faire une loi de déconcentration et on dit par exemple, vous ne pouvez pas avoir plus de 25% des actions de ce média. Et donc du coup, pour décider des orientations éditoriales de la presse, eh bien dans ce cas, il doit y avoir un conseil d'administration avec une pluralité. Voilà, ça par exemple, empêcher 9 personnes de posséder 90% de la presse française, c'est possible en faisant une loi de déconcentration. Mais, alors là vous imaginez bien, les milliardaires français, ils savent qu'on va faire ça. Vous pensez qu'ils vont nous faire de la publicité sur les médias ? Et c'est pour ça que vous regardez tous les jours, on parle en mal de la France insoumise et tous les jours, ils parlent en bien du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, les milliardaires, et le Rassemblement national s'est fait acheter par les milliardaires français. D'ailleurs, par rapport aux médias, comment est-ce que vous vivez les critiques ? Parce qu'il y avait la polémique avec votre montre. La fameuse montre. Mais ça, c'était exceptionnel. J'ai vu après vos parce propos. que il y a une fabrique de la désinformation. Parce qu'on peut peut-être expliquer ce qui s'est passé. En gros, à un moment, moi j'ai mes amis qui m'ont offert une montre à mon anniversaire. Elle coûte à peu près 300 €. Merci les amis, ça m'a fait très plaisir. Donc voilà quoi. Mais sauf que c'est une montre, j'ai pas encore eu le temps de la régler. Et donc du coup, elle balance quoi. Donc c'est embêtant quand on tient un micro comme ça. Je la retire, mais je la porte sur plein d'autres vidéos. J'ai pas de problème avec ça. Mais donc du coup, ils prennent cet extrait-là et ils le font tourner sur plein de médias, plein de plateaux télé en disant « Ah, regardez, et c'est une Rolex, et il est millionnaire, il est milliardaire. » Ça va, vous connaissez ma vie quand même. Mais c'est de la vous êtes député. Bah ouais, mais quand on est député, moi, une Rolex, ça coûte des centaines de milliers. Non, mais ils sont peut-être dit que peut-être que vous cachiez une montre à quelques milliers d'euros. Sauf que c'est pas le cas. Pour le coup, franchement, quand on y connaît... J'aime pas ces trucs là quoi. Moi je trouve ça surfait, c'est pas mon truc quoi. Okay. Et puis pour le coup en fait je l'ai montré et puis à la fin il y en a qui ont continué la désinformation. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que derrière qu'est-ce qu'ils veulent raconter ? La France insoumise, ils essaient de démonter la France insoumise tout le temps, toujours. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire croire aux gens que la France insoumise serait un problème, alors qu'en vérité quand on regarde quel est le seul mouvement politique qui défend l'augmentation des salaires ?
Le RN ne le défend pas, les macronistes ne le défendent pas. Il n'y a que nous qui le faisons. Quel est le seul mouvement politique qui défend le fait que le peuple ait plus de pouvoir dans la démocratie? Il n'y a que nous qui sommes pour la 6ème République. Quel est le seul parti politique qui défend le droit international, qui a défendu l'honneur de la France en disant que non, c'était pas normal de génocider le peuple palestinien? Le Rassemblement national et les macronistes qui sont complices jusque-là. Donc, nous, on porte une parole qui, d'une certaine manière, essaie de défendre l'honneur de la France. On peut être d'accord avec nous ou pas d'accord. Par contre, je demande juste à ce qu'on soit traité avec respect et avec égalité. Et qu'on passe pas notre temps à mentir à notre sujet, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. Et justement, mais comment toi, tu vis les critiques au quotidien? Comment ça se passe, humainement parlant? Comment, quand tu rentres chez toi, tu t'es fait démonter sur un média télé? Déjà, premièrement, on sait se battre sur les plateaux de télévision, on sait se défendre, on a des arguments, on est bosseur. À la France Insoumise, on travaille énormément. C'est une valeur qui est très reconnue. On s'aide aussi entre nous, on se donne des arguments, des informations, on s'entraide beaucoup parce qu'en fait, on est ensemble dans ce combat. Et après, ce qui m'intéresse, moi, sincèrement, j'en ai rien à faire de l'opinion d'Emmanuel Macron, Léa Salamé ou d'autres personnes à mon sujet. Je me fiche de leur avis. Personnellement, toi, ça ne t'impacte pas? Ça ne m'atteint absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'estime et le respect du peuple français. Et donc, moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, que les gens, pardon, je vais utiliser le vrai terme, les gens normaux, parce que je trouve que les ultra-riches sont assez étranges personnellement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le respect et l'estime du peuple. Et donc, quand je regarde derrière, moi, quand je me balade dans la rue, en fait, 90% du temps, j'ai des gens qui disent « Ouais, continuez le combat, lâchez rien, tenez leur tête ». Et parfois, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent « Ah, attendez, j'ai lu telle chose à votre sujet, j'ai entendu telle chose à votre sujet, qu'est-ce que vous avez à en dire ?» Moi, je suis un élu, je suis responsable devant le peuple, je leur dois des comptes, et donc je leur réponds. Et à la fin, j'arrive à les convaincre. Parfois, pas toujours, mais c'est la démocratie. Et tu t'as déjà été agressé ou Ça, c'est... ouais. Ah ouais? Et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que quand on regarde, il arrive la moindre petite chose à l'un d'entre eux, c'est-à-dire au RN ou aux macronistes. Moi, je les appelle la bourgeoisie. Il arrive la moindre petite chose à ces gens-là. Alors là, tout de suite, c'est le scandale général. Franchement, moi, quand on fait la liste de tout ce qui m'est tombé dessus, un jour, je faisais une conférence, il y a 30 personnes qui sont arrivées avec des cagoules et des barres de fer pour venir nous démonter. Quelqu'un en a entendu parler? Jamais personne n'en a entendu parler. Un jour, il y a des gens qui ont organisé une descente, qui ont trouvé mon adresse et qui ont organisé une descente pour aller en bas de chez moi. J'ai dû déménager. Une autre fois, il y a quelqu'un qui a appelé mes parents en disant je peux avoir le numéro de Louis, je décroche, la personne me dit ton père s'appelle comme ça, ta mère s'appelle comme ça, leur adresse c'est celle-là, tu soutiens des terroristes, donc encore on va utiliser des méthodes de terroristes, si jamais tu raccroches ça va mal se passer pour eux. J'ai appelé l'État, la préfecture, on m'a pas aidé. Et, en tant qu'élu? En tant qu'élu, bien sûr, un jour je suis dans un TGV, quelqu'un me filme et m'insulte. Et encore, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces choses-là sont publiques. Pourquoi est-ce que quand il arrive la moindre petite chose à un élu du Rassemblement national ou de la Macronie, alors là, les médias, le gouvernement, tout le monde pleure à chaudes larmes, mais par contre, quand il nous arrive des choses à la France Insoumise, on dit rien. Parce qu'on est dans un deux poids, deux mesures. Il faut comprendre que c'est un système, que ce système, c'est le système capitaliste, que ce système capitaliste, il est dirigé par des gens qui ont des intérêts qui leur sont propres, qui ne sont pas les intérêts du peuple, qui savent très bien que la France Insoumise est le seul mouvement qui défend les intérêts du peuple, et donc ils ont choisi de nous abattre. Ces gens n'ont pas de morale. Voilà. Et j'en donne un exemple très formel, le deux poids deux mesures permanent. Mais et ça arrive souvent à vos collègues de LFI? Pour le coup, mais on vit sous menace permanente. Jean-Luc Mélenchon, ils ont essayé de l'assassiner au moins 2 ou 3 fois. Personne n'en parle. Pardon? Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, il y a eu des tentatives d'assassinat contre lui. Personne n'en parle. Il y a eu par exemple, il y a eu des procès sur ce sujet. Mais en fait, je veux pas en faire une affaire personnelle. Je veux juste c'est important d'en parler, d'avoir une plateforme, parce que nous, personnellement, on le sait pas, on ne voit pas. Je veux pas en faire une affaire personnelle parce que nous, les insoumis, on sait pour qui on se bat et on sait contre qui on se bat. Par contre, ce que je veux dire, de montrer l'envers du décor. Bien sûr, l'envers du décor, c'est que nous, les insoumis, non seulement quand il nous arrive des choses comme ça, il n'y a jamais personne pour nous défendre. J'irai même plus loin. D'une certaine manière, ils l'encouragent. Mais on le sait pas. Ouais, mais pourquoi? Parce que ceux qui devraient porter cette parole, c'est les médias qui sont possédés par des milliardaires et le gouvernement qui encourage ça contre nous. Parce qu'ils sont dans le mensonge absolument permanent. Mais vous avez les médias, pourquoi est-ce que vous le faites pas? On a quel média? Non, mais je veux dire que t'as 1 million d'abonnés sur TikTok. Peut-être que si t'en parles d'une tentative d'assassinat ou quelque chose, ça peut... Ça, du coup, c'est le deuxième sujet. C'est que je raconte ça pour que les gens comprennent le deux poids, deux mesures permanent qui existe en politique. Mais en vrai, franchement, ok, nous, il nous arrive ça.
Mais oui, mais en vrai, nous, on va pas passer notre temps à parler de nous, en fait. Nous, on veut parler des gens. Et en fait, c'est ça qu'on fait sur les réseaux sociaux. Okay. On veut parler des gens. Parce que, c'est pas normal. C'est pas normal. On devrait être défendu. Mais en fait, on n'est pas ici pour défendre nos intérêts propres. On est ici pour défendre les intérêts du peuple. Donc ouais, en fait, moi, j'en parle comme ça dans une interview. Et je vais pas m'étaler sur ça parce que c'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est de se dire, OK, lui, il est élu de la République. Comment est-ce que cet élu de la République, il va défendre les intérêts du peuple et donc mes intérêts? C'est de ça, moi, dont j'ai envie de parler en politique. Mais je veux raconter cette histoire pour que les gens comprennent qu'il y a un deux poids deux mesures en politique, qu'il y a un système économique et politique qui sait très bien qui sont ses alliés et qui sait très bien qui sont ses adversaires. Et quand vous regardez comment le système traite les différents élus, vous comprenez que le Rassemblement national, c'est les alliés de l'oligarchie et de tous ceux qui dépouillent le peuple, et que la France insoumise, c'est le seul mouvement qui est aux côtés du peuple. La preuve, regardez comment ils nous traitent. C'est dingue, mais du coup, avec tout ça, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter? Tu t'es dit, c'est pas possible. Peut-être dans tes débuts, finalement, le système, il est trop rodé, c'est impossible. Non, parce que on est tellement proche d'y arriver, en fait. Non, mais parce que y a deux poids aussi de mesure entre ce que tu me dis. Tu me dis que vous n'avez pas de médias, que c'est super compliqué, mais que tu es persuadé que vous allez y arriver. Oui. Mais du coup, nous, qui votons, on voit rien. On voit que les médias, on voit tes réseaux. Enfin, oui. C'est quoi les moyens de ta politique, en vrai? Mais regardons ce qui s'est passé en France. Rien que ces dernières années. Je vais parler de ma génération. On a connu notre génération. Ouais, non, mais c'est vrai, notre génération. Ouais. On a connu le mouvement climat. Première grève mondiale de la jeunesse sur le sujet du climat. On a connu le mouvement des Gilets jaunes. On a connu les révoltes dans les quartiers populaires après l'assassinat de Naël. On a connu le mouvement... Il y en avait en 2005, les révoltes. Oui, mais il y en a régulièrement. Mais nous, on est une génération qui est profondément impactée par l'impunité qu'il y a eu autour de l'assassinat de Naël. Il a fini millionnaire, le policier. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais attendez, on a connu MeToo aussi. MeToo qui a profondément changé les rapports entre les femmes et les hommes. On a connu, du coup, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement retraite. Ce que je veux dire, c'est que ces dernières années, constamment, le peuple, il a fait des choses, il a fait des mouvements historiques pour dire « nous avons des droits et nous allons les faire respecter ». Et dans le même temps, les gens voient comment Macron les traite. Les gens voient comment les médias les traitent. Ce que je veux dire, c'est que le peuple est en train de prendre conscience de lui-même. Le peuple est en train de prendre conscience qu'il a des intérêts qui lui sont propres et que ces intérêts sont opposés à ceux de l'oligarchie politique, médiatique et économique. Et c'est pour ça que je crois que ça va changer les choses. Et j'aimerais terminer sur un dernier point. Moi, je crois que l'un des grands moments de bascule, ça a été le génocide en Palestine. Parce que on voyait sur nos téléphones ce que faisait le gouvernement israélien. On voyait on a vu un génocide en direct. On allumait la télévision et on voyait ce qu'il racontait à la télé. On voyait ce que racontait Macron. On voyait ce que racontait le Rassemblement national. Et c'est là qu'on a compris que le véritable monde, il n'est pas sur les écrans de télévision ou dans les assemblées. Le véritable monde, c'est celui qu'on vit. Et quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience de soi-même, quand on prend conscience qu'on a un intérêt de classe, un intérêt de peuple contre cette oligarchie, alors là, c'est bon, le combat, on y arrive. Et en fait, quand on regarde... Sur le féminisme, il y a eu une grande prise de conscience. Énorme. Sur l'antiracisme, il y a eu une grande prise de conscience. Énorme. Sur l'écologie, une grande prise de conscience. Énorme. Sur la question de la lutte des classes, une grande prise de conscience. Notre génération apporte un nouveau regard sur le genre. Nous, on parle d'une nouvelle France parce que c'est ça qui est en train de se produire. Et donc, je suis optimiste parce que le peuple a pris conscience de lui-même. Et le grand affrontement, ce sera à l'élection présidentielle et l'oligarchie, elle a des raisons de s'inquiéter. Justement, moi là où j'aimerais émettre une nuance, parce que je vois que nous, on est beaucoup plus instruits, mais je trouve qu'on est beaucoup moins engagés. Je trouve que justement, il y a cet engagement, il n'est pas réel. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'engouements, il y a plein d'hashtags, donc même dans la vraie vie, tu vois que les personnes sont beaucoup plus instruites et beaucoup plus cultivées, mais je trouve que politiquement, il y a un désengagement quand même. Peut-être parce que les gens... Mais... Non, mais peut-être... Mais parce qu'il faut regarder aussi la vie des gens. Franchement, quand on trime 40 heures par semaine pour un SMIC, que le loyer augmente, que les charges augmentent, que... par exemple, qu'on a un enfant en situation de handicap et qu'il n'y a aucun service public pour nous accompagner. Les gens, ils ont des choses à gérer dans leur vie. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut devenir un militant révolutionnaire à 100%. Par contre, les gens, ils prennent conscience de la situation politique et dans le moment où ils peuvent changer les choses, ils sont là. Pendant les retraites, les gens, ils étaient là.
Pendant les Gilets jaunes, les gens, ils étaient là. Ouais. Les révoltes dans les quartiers populaires, les gens, ils étaient là. MeToo, les gens, ils étaient là. Mouvement climat, les jeunes, ils étaient là. Et donc, tout ça fait que... Et donc, se pose la question... Au moment... à la dernière élection législative, 27 sondages disaient que le Rassemblement national a gagné. Qui c'est qui est arrivé en tête? C'est nous. Et je veux juste ouvrir une autre parenthèse. Si jamais c'était le Rassemblement national qui était arrivé en tête, Macron aurait directement nommé Bardella. Nous, on est arrivé en tête, il nous a pas nommé. Pour qu'on comprenne bien le deux poids deux mesures avec l'oligarchie. Enfin, pour raconter les dessous de cette histoire, Macron s'attendait pas à ce qu'on soit en tête. On arrive en tête. Là, du coup, il se pose une question. Est-ce que je dois les nommer Premier ministre ou pas? Sauf que Macron, il sait une chose. C'est qu'à la seconde où il nous nomme Premier ministre, on a un petit tiroir avec des décrets. Un décret, c'est donc l'équivalent de loi, mais qui peuvent passer avec juste une signature du Premier ministre. On a un certain nombre de décrets qu'on aurait fait passer en 1 heure. C'est-à-dire qu'à la seconde où Macron nous nomme Premier ministre, on augmente les salaires, on abroge la réforme des retraites, on reconnaît l'État de Palestine, on débloque des moyens dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On va commencer à faire en sorte que les services de l'État fassent des campagnes de testing massives sur la question de la discrimination à l'emploi, de la discrimination raciste et sexiste à l'emploi. On va essayer de geler un certain nombre de loyers, tiens, on va pas se priver. Et donc, on ferait passer ça en 2 heures, d'accord? On signe un certain nombre de textes. Imaginez les Françaises et les Français qui allument leur télévision le lendemain et qui voient ça. Et qui se disent « Waouh, ma vie vient de changer pour une fois ». Ensuite, il y aurait eu une motion de censure qui aurait été déposée. On aurait vu quel député aurait voté pour ou contre nous. Et c'est pour ça que Macron ne nous a pas nommés. Parce qu'en 2 heures, tout ce que l'oligarchie a volé au peuple, on leur aurait repris une partie. Et ils se seraient retrouvés dans une situation politique où s'ils votaient contre nous, le peuple aurait été avec nous. Et donc, ils ne se seraient pas permis de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait des subterfuges où un jour, il vous nomme Barnier, puis après, ensuite, il vous nomme Bayrou, qui est une catastrophe, puis après, il vous tient le Cornu, mais le Cornu tient 14 heures. Mais finalement, le Cornu est de retour pour mener exactement la politique que Macron qui a été sanctionné par les urnes, un type qui, Macron n'est acclamé par les foules que quand il va en Chine, hein, pas quand il est en France. Il sort plus en France. Donc tout ça est une espèce de mascarade. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous, on arrive en tête, imaginez la tête que fait Vincent Bolloré devant sa télé. Imaginez la tête que fait Bernard Arnault devant sa télé. L'oligarchie, elle était comme ça. Et elle avait raison d'être comme ça. Donc ils ont appelé Macron et ils lui ont dit « Respecte pas la démocratie, respecte pas la démocratie ». Et comme Macron, c'est un ancien banquier de Rothschild, il a écouté les siens. Donc du coup, il a décidé de nommer des gens qui aujourd'hui survivent grâce au Rassemblement National et au Parti Socialiste. Et justement, vous dites ennemi du Rassemblement National. Mais est-ce que dans la vraie vie, vous pouvez être ennemi avec un... Non. Ok. Moi, je le dis très franchement. Okay. Le Rassemblement National sont des gens qui veulent... Humainement également. Ah, mais humainement. Je vais pas faire ami-ami avec des gens qui veulent opprimer des gens que je connais. Moi, par exemple, j'ai des amies à moi, elles sont voilées, elles sont musulmanes. Et en fait, le Rassemblement National veut leur pourrir la vie. Je connais des gens qui sont des sans-papiers. Voilà quoi. Et les pauvres, quand on est sans-papiers en France, c'est dur, hein, parce que la France, elle leur fait vivre un enfer. Hein. Et eux, ils essaient de se débrouiller dans la vie. Et je les connais personnellement. C'est des gens qui sont tellement courageux, qui sont tellement braves. Je vois ce que le Rassemblement National veut leur faire. Donc, je vois aussi, je connais des travailleuses et des travailleurs. Ils galèrent face à l'inflation. Je sais aussi ce que le Rassemblement National veut leur faire. Donc, quand je vois le monde au quotidien autour de moi et que je vois ces gens, je vais pas faire copain avec eux. Okay. Enfin, je suis pas un hypocrite. Et si jamais moi un jour j'en ai un, parce qu'ils viennent jamais me parler, ils ont bien raison. Si j'en ai un en face de moi, je lui dirai tout le mal que je pense de lui. C'est-à-dire que non seulement cette personne est raciste, parce que le Rassemblement National est raciste, que ces gens sont des gros machos et des sexistes, et que leur politique n'est pas républicaine. La République, c'est la chose publique. C'est notre système politique qui fait que le seul maître, le seul roi dans notre pays, c'est le peuple. Et notre peuple, il est uni par une constitution et par des valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité, et notamment la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui est un merveilleux texte. Et ça fonde la France. Et je suis très attaché à cette histoire de France-là. Quand je vois ce que propose le Rassemblement National, ces gens sont anti-France. Ces gens déshonorent notre pays. Ces gens nous font honte. Et donc, je ne vais pas faire ami-ami avec des gens comme ça. Donc, c'est impossible qu'on voit Lou Boyard et Jordan Bardella un jour boire un verre. Impossible. Déjà parce qu'on ne fréquente pas les mêmes bars. Lui, il est dans les bars chics de Paris. et puis, si jamais il venait à Villeneuve-Saint-Georges, il verrait que les gens, dans leur vie concrète, lui raconteraient à quel point ce type est un vendu. Même un vendu. C'est un vendu, Jordan Bardella. Pourquoi ? Mais parce que Jordan Bardella, c'est un type qui est monté dans les échelons des partis politiques, et à partir
partir du moment où il a commencé à avoir un peu de lumière, il commence à dîner avec toutes les élites économiques, avec tous les milliardaires, pour essayer d'avoir une bonne image dans la presse. Vous regardez Jordan Bardella, quelques jours avant les élections législatives, on lui demande « La réforme des retraites, vous allez l'abroger ?»« Ah non, tiens, finalement, je ne sais pas si je vais l'abroger. » « Et dites-moi, monsieur Bardella, vous allez augmenter les salaires ?»« Ah non, il ne faut pas augmenter les salaires. Imaginez, les grandes entreprises n'y arriveraient pas. » Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui s'est vendu à l'oligarchie et aux milliardaires. Et franchement, regardez, vous avez un type que personne connaissait à l'époque, qui du jour au lendemain commence à faire la une des journaux. Regardez, il est jeune, il est cadre, il est dynamique. Qu'est-ce qu'il pense dans le fond? Ah, il n'a pas de programme, ou c'est un programme favorable aux élites économiques, mais c'est pas le sujet. Ils sont en train de faire avec Jordan Bardella la même chose qu'ils ont fait avec Macron. Vous vous êtes déjà fait avoir une fois, vous n'allez pas vous faire avoir une deuxième fois. Bah voilà, Jordan Bardella, c'est un vendu. Wow. Comme Macron. Donc voilà, c'est impossible. Lou Boyard est ami avec quelqu'un de Rassemblement national, ça n'existera pas. Non, j'ai pas de raciste dans mes amis. Mais d'ailleurs, même le fait que vous n'ayez pas serré la main justement à l'Assemblée nationale, c'était un acte quand même fort. Et il y avait même des personnes qui votaient pour vous qui n'étaient pas d'accord avec le fait de ne pas dire bonjour. Oui. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis que c'est quelque chose que vous n'avez pas dû faire ? Je le referai tous les jours. Au moment où il faut comprendre quelque chose. Il y a 20 ans, le fait de ne pas serrer la main au Rassemblement national, tout le monde l'aurait fait. C'était le Front National. Ouais, parce que c'était le Front National, mais pour moi, c'est la même chose. Hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a 20 ans, tout le monde l'aurait fait. J'irai même plus loin. Marion Maréchal Le Pen avait été élue à l'Assemblée nationale, et Gérald Darmanin ne lui serrait pas la main. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était normal de ne pas serrer la main à l'extrême droite. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu normal ? Mais c'est le même programme. Et par ailleurs, c'est les mêmes propos. C'est pas les propos du Rassemblement national qui ont changé. C'est juste que le racisme aujourd'hui a été considéré comme une opinion. Non, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Moi, je considère comme extrêmement grave d'avoir quelqu'un comme Éric Zemmour qu'on traite comme une personnalité politique normale. Éric Zemmour est une personne. Éric Zemmour est il a été condamné par les tribunaux. C'est quelqu'un qui c'est un raciste et c'est quelqu'un qui dont le programme politique consiste à chasser des millions de personnes dans notre pays, à les mettre en prison et voilà, à les mettre en prison et peut-être à les envoyer dans un certain nombre de pays. Parfois des gens qui connaissent pas ces pays. Hein. Vous avez des gens qui ont une nationalité puis qui sont arrivés en France à 3 ans et qui en fait ont peut-être pas les papiers français, mais par contre en fait ont toujours vécu dans notre pays. Et donc ok, t'as pas la carte d'identité, mais en fait ça fait 30 ans que t'es dans le pays, donc t'es française, donc t'es français. Éric Zemmour, c'est ces gens-là qui veut opprimer. Bah moi je considère que c'est pas normal en fait que ces gens ils aient une parole aussi banalisée dans le débat public. Il y a 20 ans, c'était pas normal. Il y a 30 ans, c'était pas normal. Il y a 40 ans, c'était pas normal. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce serait normal ? Parce que vous avez des élites économiques qui ont choisi de banaliser le racisme pour défendre leurs intérêts. Et ben moi, à ce moment-là, je dis, il existe toujours dans ce pays des gens qui ont une conscience républicaine et qui ne serrent pas la main à l'extrême droite. Jacques Chirac, c'est un type de droite, c'est pas mon camp politique, mais Jacques Chirac le disait. Jacques Chirac, il disait, moi je débat pas avec Jean-Marie Le Pen, je lui donnerai pas une tribune. Simone Veil, c'est pas non plus ma famille politique, mais Simone Veil, elle disait, vous êtes des nazis au petit pied. Si jamais aujourd'hui on dit quelque chose comme ça, c'est nous qui aurions tort. Pourquoi est-ce qu'à l'époque c'était normal et aujourd'hui ça ne l'est plus ? Donc il existe toujours dans ce pays des responsables politiques qui tiennent les principes républicains et qui tiennent la digue face à l'extrême droite. Et oui, il y a des gens qui disent « Attendez, c'est des personnes, vous pourriez le faire avec respect et compagnie ». Non, ce sont des représentants d'une idéologie et d'un combat politique. Je les combats et j'irai même plus loin. En fait, eux, ils ne serreraient pas la main à un certain nombre de gens que je connais personnellement. Voilà. Donc eux, ils disent, par exemple, les musulmans, on leur serre pas la main, les musulmans, ils ont pas leur place dans le pays. Ils ont dit que les musulmans, on leur serre pas la main ? Bah oui, bien sûr. Ces gens, ils veulent même pas voir les musulmans. Bien sûr que non, mais je comprends, mais là, s'il y a une différence entre... Non, bien sûr que non. Mais je suis pas d'accord, parce que qu'est-ce qu'on me reproche ? On me reproche de les avoir dépersonnifiés. Ces gens passent leur temps à dépersonnifier une grande part de notre pays. Ils passent leur temps à essentialiser les gens. Ils passent leur temps à les insulter. Ils passent leur temps à leur manquer de respect. Donc pourquoi est-ce que eux on leur devrait du respect alors que nous, il nous manque du respect tous les jours ? Nous les gens qui galérons, nous les gens qui savons ce que c'est que de vivre ensemble en tant que peuple, bah moi je tiens la digue idéologique. Je ne serre pas à la main l'extrême droite et je la combats. Et vous savez quoi ? Il y a 20 ans, ils le faisaient tous. C'est juste eux qui ont changé. Nous, on n'a pas changé. Chirac le faisait. Simone Veil le faisait. Écoutez, heureusement que nous on tient encore la digue. Merci beaucoup Lou Boyard pour tous ces propos. Et est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais quand même laisser un mot à la jeunesse ? Si j'ai un mot pour la jeunesse, c'est que le monde actuellement, il fait peur. En fait, quand on regarde, nous-mêmes, on n'imagine pas à quoi ressemblera notre avenir dans 30 ans, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble le monde dans 30 ans. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le pouvoir de changer les choses, et même, vous avez la légitimité de changer les choses.
On a peur du dérèglement climatique, on a peur d'une 3e guerre mondiale. C'est galère de trouver du taf, c'est galère de trouver un logement. Mais en fait, si jamais on change pas les choses, à quoi ressemblera le monde? On n'a pas le choix. Donc voilà, on est légitime à le faire, on va le faire. Donc prenez les choses en main, engagez-vous, votez, et puis on va battre l'oligarchie. Merci beaucoup Loup Boyard, merci à vous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Engagez-vous les convaincus. Ciao, ciao.